La Côte d'Ivoire s'apprête à envoyer entre 850 et 1100 hommes se battre au Niger pour déloger la junte au pouvoir et réinstaller le président Bazoum d'après l'ordre constitutionnel. Que vous inspire cette nouvelle? En tout cas, ce sont les propos que le président ivoirien a tenus une fois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire suite au sommet de la CEDEAO hier, dans lequel il était question de statuer sur la situation de ce pays. Vous savez tous que depuis quelques semaines maintenant, le Niger est au cœur de l'attention mondiale, quasiment, parce que suite à un coup d'État, le président Bazoum a été arrêté. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait revenir sur les raisons de ce coup d'État. Je vais en parler peut-être un peu plus tard. Et aujourd'hui, on est dans une position très délicate, parce que, bien évidemment, même si les condamnations du coup d'État ont été faites à l'extérieur, à l'intérieur du pays, aujourd'hui, on a le sentiment que la population est avec les putschistes, comme on les appelle, les militaires qui ont pris le pouvoir. Et la CEDEAO tient vraiment à rétablir l'ordre constitutionnel, à ramener le président Bazoum. Parce que c'est simple, il faut éviter un effet d'escalade. Ça fait déjà 4 pays dans la même sous-région qui ont des militaires à leur tête. Qui va être le prochain? Donc je pense que pour essayer de casser cette avalanche, on veut marquer le coup, montrer qu'il n'y aura plus de putsch qui va être laissé en CEDEAO. Les armées vont se mobiliser pour pouvoir intervenir. Donc le président ivoirien hier a dit que la Côte d'Ivoire était prête à envoyer entre 850 et 1100 hommes pour aller au Niger. Alors, je pense qu'on sait tous aujourd'hui que les opinions africaines sont largement en défaveur de cette intervention, et pour plusieurs raisons. Il faut déjà savoir que le Niger, c'est un pays qui a une démographie de 3,9%. C'est l'une, si ce n'est la plus grosse démographie au monde, la plus grosse croissance en démographie au monde. Et c'est une démographie qui pose problème parce que, vu que la démographie est très forte, on a du mal à voir les efforts qu'il y a aujourd'hui en termes économiques. Ils ont du mal à se ressentir puisque la population ne cesse de grandir. Et elle grandit à une vitesse folle. Mais il faut aussi comprendre les Nigériens. Ils ne veulent pas d'un conflit parce qu'en fait, le Niger, c'est un pays qui a déjà eu beaucoup de sang versé sur son propre sol. Déjà, il faut rappeler qu'il y a eu une rébellion entre 1991 et 1995, au cours de laquelle il y a eu énormément de personnes qui ont été tuées. Cette partie-là de l'histoire s'était achevée de mémoire le 24 avril 1995 avec les accords de Ouagadougou. Plus tard, en 2007, il y a encore eu une autre rébellion qui, elle, a encore emporté son lot de morts. Donc c'est un pays qui est traumatisé déjà, des gens qui ont perdu des proches sur la base de conflits. Donc je pense que les Nigériens ne veulent plus de conflits en fait. Ils veulent juste plus que du sang soit versé sur leur sol. Parce qu'au final, on le sait tous, ce sont des frères, des sœurs qui sont dans l'armée. Et s'il y a une intervention au Niger, des civils vont certainement être impactés vu que le palais présidentiel est situé en plein cœur de la ville. En plein cœur de la ville. Aujourd'hui, tous les pays quasiment refusent l'intervention militaire. Même les gens du régime du président Bazoum refusent l'intervention militaire. C'est-à-dire les gens qui étaient au pouvoir et qui ont été déchus par le coup d'État, ils refusent l'intervention militaire. Ils n'en veulent pas. S'il y a une intervention militaire, ça va se terminer comment? Qui sait dire aujourd'hui comment ça va se terminer? Est-ce qu'on veut avoir une Libye bis? Est-ce qu'on veut avoir une Libye bis? Je rappelle que quand il a s'agit de la Libye, on nous a dit ici que c'était pour les droits de l'homme, ok? Que c'était pour les droits de l'homme qu'on faisait l'intervention. Qu'il fallait délivrer le peuple libyen de son dictateur de président, Mohamed Kadhafi. À l'époque, la France, dirigée par le président Sarkozy, s'est servie de l'ONU comme d'un bouclier pour justifier son intervention. Il se trouve que, au final, malgré la présence de l'ONU, ce que les gens ont retenu au final, c'est que c'était une intervention de la France. Et ça suit le président Sarkozy partout où il va. Je me rappelle même d'une émission pendant laquelle David Pujadas lui avait mis clairement en plein visage, oui, mais M. Sarkozy, vous avez fait tuer Kadhafi, et Sarkozy était très énervé. Mais pour dire à quel point cette histoire-là le suit jusqu'aujourd'hui. Les Nations Unies avaient servi simplement de bouclier. Et à l'époque, je pense que c'était l'une des dernières fois là où la Russie et la Chine n'avaient pas mis de veto sur une intervention. Parce qu'après ça, ils ont quasiment mis des vetos partout. On a voulu faire des trucs. En Syrie, ils ont mis leur veto sur Bachar al-Assad à plusieurs reprises. La Russie a mis son veto, parfois c'était la Chine. Donc,
Ça a été l'une des dernières résolutions pendant lesquelles les Nations Unies ont eu le droit d'aller faire de la guerre quelque part. Mais aujourd'hui, donc, pourquoi on ne parle plus de la Libye? Aujourd'hui, au moment où on parle, la Libye est partagée entre deux grandes fractions terroristes, Al-Qaïda. Al-Qaïda est maintenant en Libye et l'État islamique. Les deux ne s'aiment pas du tout d'ailleurs, les deux se font la guerre. Mais les deux sont sur le sol libyen. Autre élément. Pendant cette intervention, on a déversé des armes. On dit que des avions venaient et jetaient des lots d'armes qui devaient être récupérés par la suite pour être utilisés. Mais tout n'avait pas été récupéré. Donc on a fait de cette zone une zone dans laquelle il y a eu tellement d'armes. Et ce sont ces armes-là maintenant qui servent pour déstabiliser le Sahel. Donc le lien est direct entre cette intervention, la présence des terroristes et la déstabilisation du Sahel. Tout ça est très direct. Et comme si ça ne servait pas de leçon, on veut encore aujourd'hui venir dire qu'on va faire une autre guerre. Mais les populations libyennes, on disait que c'était pour elles qu'on se battait. C'était pour les populations libyennes qu'on est venu faire, on est venu les libérer de Kadhafi. Je rappelle qu'avant, la Libye était l'un des pays les plus prospères au monde, sous Kadhafi. En Libye, on ne payait pas d'eau, on ne payait pas d'électricité. Je pense que les gens avaient tous les mois une bourse de l'État. Enfin, je veux dire, beaucoup de pays aimeraient bien avoir un tyran comme Kadhafi, hein, vu les conditions de vie qu'il y avait en Libye à l'époque de Kadhafi. Je pense que quand tu te mariais, l'État te donnait une bourse. Enfin, il y avait tellement d'avantages sociaux à vivre en Libye qu'on se demande de quelle tyrannie on voulait les délivrer. Et surtout qu'on voit maintenant le quotidien des Libyens. Ils vivent entre les bombes, les balles et l'État islamique. Le pays est divisé en deux gouvernements. Bref, on a foutu un bordel énorme et qui se répercute maintenant sur des pays africains qui ne sont pas préparés pour combattre le terrorisme, qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas les armées qui vont bien. Tout ça a découlé de la déstabilisation de la Libye. Le Niger est beaucoup plus central que la Libye. Le Niger, si vous regardez bien, au nord, on a le Maghreb, collé avec l'Algérie, la Libye. On a le Nigeria. En bas, on a la CEDEAO. Enfin, il y a énormément. Le Niger est au centre, vraiment, de l'Afrique. Donc, déstabiliser le Niger, ça va arriver jusque là où on n'imagine même pas. L'Afrique centrale commence déjà à être touchée. Le Cameroun est touché. En RDC, on commence déjà à avoir des soupçons. Donc, cette affaire-là, c'est une affaire tellement sérieuse qu'une intervention militaire, parce que personne ne sait à quoi elle va aboutir à la fin, forcément, est à prendre avec beaucoup de pincettes. Et puis, posons d'autres questions d'ordre pratique. En cas d'intervention, que va-t-il advenir des populations sénégalaises, ivoiriennes, béninoises qui vivent au Niger? Le Niger, c'est un pays central. Il y a des Sénégalais là-bas. Il y a des Ivoiriens. Il y a des Béninois. Ce sont les trois pays aujourd'hui qui allaient mettre des forces armées. Que va-t-il arriver d'eux? Et puis au niveau du Nigeria. Le Nigeria, c'est un grand... Ils ont plus de 1000 km de frontières avec le Niger. Les Haoussa, les Peuls vivent de deux côtés de la frontière. En cas d'intervention du Nigeria, qu'est-ce qui se passe de cette frontière? Les relations entre frères. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que tout le monde est d'accord, enfin, les gens sont d'accord pour dire que une intervention militaire peut avoir des conséquences que personne ne mesure. C'est le dernier pays à déstabiliser. Et malgré tout ça, il y a quand même des velléités. Après, je me dis, est-ce que ce n'est pas juste de la pression? Au final, est-ce que ce n'est pas juste des éléments de langage pour mettre la pression sur les dirigeants nigériens pour que ceux-ci viennent à la table des négociations? Parce que jusqu'à présent, les dirigeants nigériens ne viennent pas à la table des négociations. Est-ce que ce n'est pas un moyen de leur forcer la main pour qu'ils viennent à la table des négociations et obtenir d'eux des garanties? Une transition rapide, une élection, je ne sais pas moi ce qui pourrait être obtenu, mais est-ce que ce n'est pas ça l'idée? On brandit une menace pour te pousser à venir discuter et accepter des éléments peu importants. Dans tous les cas, s'il y a une intervention militaire, ça va très mal se passer parce que ça, on le sait aujourd'hui. Le palais présidentiel est en plein cœur de la ville, contrairement à d'autres pays dans lesquels le palais présidentiel est retiré. Et on pourrait faire une intervention directement ciblée sur le palais. Ici, le palais est en plein cœur de la ville. Et donc, bien évidemment, les populations vont forcément servir de barrière. Qui va prendre celui de tirer sur les populations pour aller sauver le soldat Bazoum? Et puis, qu'est-ce qui se passe si, pendant cette intervention, le président Bazoum est tué par la junte? Qu'est-ce qui se passe si les militaires décident de l'éliminer? On n'aura pas eu le président Bazoum et le pays sera en sang dessus-dessous. Rien n'est simple dans cette histoire.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais vraiment, rien n'est simple dans cette histoire.